Londres, avril 1817. Le Royal Opera House se dressait resplendissant dans la soirée de printemps, ses colonnes illuminées par des centaines de becs de gaz vacillants qui projetaient des ombres dansantes sur les foules impatientes rassemblées sous son portique. À l'intérieur, le grand théâtre vibrait d'anticipation. L'air lourd des senteurs mêlées de cire d'abeille, de parfums coûteux et du relent subtil de moisie des rideaux de velours qui avaient absorbé 1 millier de représentations. Eleanor Whitmore était assise dans la loge du 3e balcon que sa famille occupait depuis 10 ans, ses mains gantées soigneusement jointes sur ses genoux, sa posture impeccable malgré l'inconfort d'un corset qui semblait plus serré cette saison que la précédente. À 28 ans, elle avait appris à se faire petite, à occuper l'espace sans attirer l'attention, à exister en marge des occasions sociales scintillantes, telle une note de bas de page dans un texte par ailleurs étincelant. Le théâtre se remplissait autour d'elle de la crème de la société londonienne, des dames en robes de soie de couleur ivoire, bleu pâle et rose, des messieurs en impeccable tenue de soirée noire, la richesse et la beauté accumulées de la haute société dans un déploiement spectaculaire. Sa mère, Madame Margaret Whitmore, était assise à sa droite, ajustant d'une main nerveuse son bonnet de veuve, toujours consciente de leur position quelque peu diminuée depuis la mort de M. Whitmore 5 ans auparavant. À sa gauche, sa sœur cadette Lydia, devenue Madame Lydia Harcourt depuis 2 ans, rayonnait de cet éclat particulier que confère une beauté exceptionnelle. Ses boucles dorées arrangées en tire-bouchons artistiques, son teint de crème, sa silhouette faisant l'objet de regards admiratifs depuis chaque loge et chaque stalle. Eleanor avait accepté depuis longtemps qu'elle serait toujours l'ombre de la lumière de Lydia, la sœur aînée quelconque dont la fonction était de fournir un contraste, de rendre la beauté plus belle par sa proximité avec l'ordinaire. L'orchestre commença à accorder ses instruments, cette symphonie discordante de préparation qui faisait toujours battre le cœur d'Eleanor malgré elle, car si la société la trouvait dépourvue de toutes les grâces qui comptaient, la musique lui avait toujours offert un refuge, un royaume privé où elle n'avait besoin ni de beauté, ni de jeunesse, ni de charme matrimonial pour trouver sa place. Elle connaissait chaque opéra du répertoire de la saison, avait étudié les partitions, comprenait la structure et le génie des compositions d'une manière que ses pairs socialement plus accomplis ne prenaient jamais la peine de faire. La représentation de ce soir était Mozart, Les Noces de Figaro, et Eleanor sentit le picotement familier de l'anticipation, alors que les lumières de la salle commençaient à baisser, que les conversations se muaient en chuchotements, que le chef d'orchestre levait sa baguette. Pendant les 3 prochaines heures, elle pourrait oublier qu'elle était une vieille fille, une source d'embarras, une anecdote édifiante que les mères utilisaient pour effrayer leurs filles et les pousser à accepter des propositions de mariage avant qu'il ne soit trop tard. Pendant 3 heures, elle pourrait simplement être. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Le premier acte se conclut par une cascade d'applaudissements qui ondula à travers le théâtre comme une vague, et Eleanor se leva avec le reste de sa famille alors que les lumières de la salle se rallumaient, illuminant des visages rougis de plaisir et le bavardage animé qui accompagnait toujours l'entracte. Sa mère suggéra qu'elle prenne de l'air dans le couloir, peut-être pour se procurer quelques rafraîchissements, et Eleanor suivit docilement, sachant que ces entr'actes visaient moins le confort que le besoin d'être vue, la navigation prudente dans des eaux sociales où elle avait appris à se mouvoir avec l'invisibilité de quelqu'un qui n'attendait rien et n'était donc que rarement déçu. Le couloir à l'extérieur des loges grouillait de l'élite londonienne, des messieurs en tenue de soirée noire réunis en petits groupes pour discuter de politique et de chevaux, des dames en soie pastel chuchotant derrière leurs éventails, toute la machinerie étincelante de la société en pleine démonstration.
Eleanor se tenait légèrement derrière sa mère et sa sœur, sa position habituelle, ses yeux suivant les moulures ornées du plafond plutôt que de chercher à engager la conversation avec la foule. C'est alors qu'elle entendit la voix, forte et portante, teintée de cette cruauté particulière que certains hommes prennent pour de l'esprit. Le vicomte Pembroke se tenait à moins de 10 pieds de là, le dos partiellement tourné, s'adressant à un petit groupe de confrères, avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais douté de son droit de prononcer un jugement sur les autres. « Les dames Whitmore, disait-il, quelle étude de contraste, la cadette un diamant de première qualité, et l'aînée, eh bien, remarquablement quelconque, sans plus aucun espoir de mariage, je le crains, 28 ans si ce n'est plus et pas un seul trait pour la recommander. » Ses compagnons rirent, de ce rire masculin facile qui ne coûte rien et blesse tout, et Eleanor sentit les mots s'abattre dans sa poitrine comme des pierres jetées dans une eau calme, les ondes se propageant vers l'extérieur, troublant le calme prudent qu'elle avait cultivé au fil d'années d'évaluation similaires. Elle ne bougea pas, ne tressaillit pas, ayant appris depuis longtemps que toute réaction ne faisait qu'inviter à d'autres commentaires. Mais elle sentit soudain la main de sa mère sur son bras, la pression à la fois réconfortante et confirmant que Madame Whitmore avait entendu aussi. La pitié dans les yeux de sa mère était presque pire que les paroles du vicomte, cette reconnaissance attristée que ce qu'il disait n'était pas faux, simplement cruel dans sa déclaration publique. Lydia, heureusement, était engagée dans une conversation avec une connaissance et ne semblait pas avoir remarqué, mais Eleanor sentit la brûlure familière derrière ses yeux, qui signalait des larmes qu'elle ne voulait ni ne pouvait verser dans ce lieu public. Elle murmura quelque chose sur le besoin d'un moment, se dégagea de la douce étreinte de sa mère et se dirigea avec une dignité mesurée vers le salon des dames, la colonne vertébrale droite, le pas assuré, ne donnant aucune indication qu'elle venait d'entendre ses pires craintes à son sujet, confirmées par un homme dont la société appréciait l'opinion simplement parce qu'il possédait un titre et une fortune convenables. Le couloir semblait interminable, les foules bavardes un supplice qu'elle devait traverser tout en maintenant le sang-froid qui était peut-être sa seule prétention restante à la respectabilité, et elle se concentra sur sa respiration, sur le fait de mettre un pied devant l'autre, pour atteindre un sanctuaire avant que la façade ne s'effondre entièrement. Le salon des dames offrait un refuge temporaire, une chambre tranquille avec des miroirs et des canapés où Eleanor pouvait presser ses mains gantées contre le marbre frais du lavabo et étudier son reflet avec la clarté impitoyable que les paroles du vicomte avaient aiguisée. Des cheveux bruns quelconques, ni abondants, ni particulièrement lustrés, coiffés dans un arrangement simple que le budget limité de sa mère pouvait se permettre. Des yeux d'un noisette indéterminé qui oscillaient entre le gris et le vert, selon la lumière, mais n'atteignaient jamais la qualité saisissante qui pourrait compenser d'autres déficiences. Un nez légèrement trop long, une bouche ni pleine ni délicate, un menton que l'on pourrait charitablement qualifier de ferme et moins charitablement de fort. Elle cataloguait ses imperfections avec l'efficacité exercée de quelqu'un qui avait effectué cet inventaire d'innombrables fois au cours de 3 saisons londoniennes ratées, chacune un défilé décroissant d'espoir se transformant en résignation, alors que les regards des messieurs glissaient sur elle pour se poser sur la perfection dorée de Lydia. La première saison, quand elle avait 19 ans, elle avait encore cru que l'esprit et les talents pourraient compenser l'absence de beauté. Avait imaginé que son amour sincère pour la littérature et la musique, sa capacité à converser intelligemment sur des sujets autres que le temps et la mode, pourrait attirer un gentleman aux inclinations intellectuelles similaires. La deuxième saison lui avait appris que de tels gentlemen, s'ils existaient, étaient déjà mariés ou n'avaient aucune intention de chercher une épouse parmi les filles de la petite noblesse, dotées de dots modestes. La troisième saison, à 21 ans, elle y avait assisté avec la détermination sombre de quelqu'un qui remplit une obligation plutôt que de poursuivre un rêve,
et lorsqu'elle s'était conclue sans une seule offre sérieuse, elle avait ressenti moins de déception que de soulagement que la mascarade soit enfin terminée. Depuis lors, elle s'était forgé une vie de petite dignité et de plaisirs privés, ses journées remplies de musique qu'elle ne jouait que seule, de livres qu'elle commandait à la bibliothèque de près et dévorait dans le calme de sa chambre, de travaux d'aiguille qui donnaient un but à ses mains et la liberté à son esprit de vagabonder dans des paysages imaginaires où l'apparence importait moins que le contenu de son caractère. Elle était devenue la vieille tante avant même d'avoir des nièces ou des neveux, avait accepté que sa fonction était de soutenir sa mère dans son veuvage, d'admirer les enfants de Lydia lorsqu'ils arriveraient enfin, de se fondre progressivement dans le décor de la vie des autres avec grâce et sans se plaindre. Elle avait construit des murs autour de l'espoir lui-même, le reconnaissant comme l'ennemi de la paix, car l'espoir invitait à la déception, et la déception était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Les paroles du vicomte ne lui avaient rien appris qu'elle ne sût déjà, avaient simplement donné une voix publique au verdict privé qu'elle avait prononcé sur elle-même depuis longtemps, mais l'entendre à voix haute dans ce couloir étincelant l'avait en quelque sorte rendu plus réel, plus définitif, une porte se fermant dont elle n'avait pas réalisé qu'elle aurait pu être encore entr'ouverte. Elle redressa le dos, lissa sa modeste robe de soie gris tourterelle que sa mère avait insisté pour qualifier d'élégante dans sa simplicité, bien qu'elle ait alors su ce qu'elle était. La reconnaissance qu'elle avait passé l'âge des pastels de jeune fille et se prépara à retourner à la loge pour le deuxième acte où elle se perdrait une fois de plus dans le génie de Mozart et oublierait pendant quelques heures bénies qu'elle était Eleanor Whitmore, vieille fille, quelconque, et sans plus aucun espoir. Depuis sa loge privée du deuxième balcon, positionnée avec l'avantage stratégique que la richesse et le titre conféraient, Alexander Sinclair, duc d'Ashworth, avait observé les événements de la soirée avec l'intérêt détaché d'un homme qui assistait à de tels événements plus par obligation que par enthousiasme. À 35 ans, il était de retour à Londres depuis seulement une quinzaine de jours, après 2 ans d'exil volontaire dans son domaine de campagne du Derbyshire, où il s'était retiré après la mort de sa femme Catherine d'une fièvre qui l'avait emporté avec une rapidité choquante, le laissant seul dans une vaste maison remplie de souvenirs et de l'absence résonnante de son rire. La société avait commencé à murmurer que son deuil s'était prolongé au-delà de ce qui était convenable, qu'un duc avait des responsabilités qui incluaient de produire un héritier, qu'il devait penser à se remarier. Mais Alexander trouvait la perspective épuisante et légèrement déplaisante, car il avait sincèrement aimé Catherine, et l'idée de se soumettre une fois de plus au marché du mariage avec ses étalages calculés et ses mères mercenaires le remplissait d'une lassitude qui allait jusqu'à l'os. Il était venu à l'opéra ce soir parce que son homme d'affaires avait suggéré qu'une absence continue de la ville serait remarquée, et parce que la musique avait été l'un des rares plaisirs qui l'atteignait encore à travers le brouillard gris de son chagrin, le génie de Mozart transcendant même la tristesse. L'entr'acte l'avait attiré à l'avant de sa loge d'où il pouvait observer la foule en contrebas. Cette masse étincelante d'humanité engagée dans les anciens rituels d'étalage et d'évaluation. Et c'est alors qu'il avait été témoin de la scène dans le couloir. Sa position lui offrait un accès à la fois visuel et auditif, et il avait entendu la déclaration du vicomte Pembroke avec une clarté parfaite, avait vu les mots frapper la jeune femme, en gris, comme un coup physique, bien qu'elle n'ait montré aucun signe extérieur au-delà d'un léger raidissement de ses épaules. Ce qui arrêta l'attention d'Alexander ne fut pas la cruauté elle-même, car il avait conclu depuis longtemps que Pembroke était un imbécile dont le titre dépassait de loin le caractère, mais plutôt la réaction de la femme, ou plus précisément, son absence de réaction. Elle ne pleura pas, ne s'enfuit pas, ne modifia même pas son expression au-delà d'un bref frémissement qui aurait pu être de la douleur ou quelque chose de plus profond, une ancienne reconnaissance que ce n'était là qu'une confirmation de verdict déjà intériorisé. Au lieu de cela, elle s'était déplacée avec une dignité extraordinaire
vers les salons des dames, le port droit, le pas mesuré, et Alexander s'était surpris à se pencher légèrement en avant, étudiant son profil alors qu'elle passait sous sa loge, notant l'intelligence dans ses yeux, la finesse de l'ossature de son visage qui n'avait rien à voir avec la beauté conventionnelle et tout à voir avec un caractère inscrit dans l'architecture d'un visage. Il pensa à Catherine, qui avait été belle à tous égards, mais dont la beauté avait été la chose la moins intéressante chez elle, et il pensa aux années vides qui s'étendaient devant lui, au cours desquelles on attendait de lui qu'il choisisse un ornement approprié pour occuper le poste de duchesse, et quelque chose en lui, une partie qu'il avait cru gelée à jamais, s'agita d'une émotion qu'il ne put nommer immédiatement. La jeune femme disparut dans les salons des dames, sa mère la suivant avec une sollicitude qui parlait d'un mélange d'amour et de pitié, et Alexander resta debout au bord de sa loge, son esprit travaillant avec une rapidité et une clarté inhabituelles, pesant les possibilités et les conséquences, conscient qu'il se trouvait à l'un de ces carrefours étranges où une seule décision pouvait modifier la trajectoire de plusieurs vies. Alexander retourna à son siège alors que le deuxième acte commençait, mais la musique qui l'avait attiré à l'opéra en premier lieu ne servait plus que de toile de fond aux pensées qui tournaient à une vitesse inhabituelle dans son esprit, des pensées qui tournaient autour de ce moment dans le couloir et de la femme en gris qui avait absorbé la cruauté avec un sang-froid si dévastateur. Il n'était pas un homme porté à l'impulsion, son tempérament ayant toujours penché vers la réflexion prudente et l'action mesurée, des qualités qui l'avaient bien servi dans la gestion de ses considérables domaines et la navigation dans les eaux dangereuses de la vie politique. Pourtant quelque chose dans ce dont il avait été témoin avait pénétré la soigneuse isolation dont il s'était enveloppé depuis la mort de Catherine. Pendant 2 ans, il avait traversé le monde comme séparé de celui-ci par une vitre, capable d'observer mais pas de participer vraiment, accomplissant ses devoirs avec une précision mécanique tout en ne ressentant rien, ou plutôt en ne ressentant que le brouillard gris du chagrin qui s'était installé sur tout comme une brume de novembre obscurcissant un paysage autrefois familier et aimé. Catherine avait été sa partenaire au sens le plus vrai du terme, une femme dont l'intelligence vive et la chaleur sincère avaient fait de leur mariage un sanctuaire contre l'artifice et le calcul qui caractérisait un temps la vie aristocratique, et quand la fièvre l'avait emporté en quelques jours, le laissant debout à côté de son lit, tenant une main déjà froide, quelque chose en lui s'était simplement arrêté. Une horloge dont le mécanisme avait cessé son tic-tac fiable. La société avait été patiente au début. Comprenant qu'un homme avait besoin de temps pour pleurer une épouse qu'il avait réellement aimée, plutôt que simplement épousée par convenance dynastique, mais la patience avait des limites, et des murmures avaient commencé sur son devoir envers son titre, son besoin de produire un héritier, le gaspillage de laisser une telle fortune et d'une telle position dépérir sans une intendance appropriée de la succession. Il avait ignoré ces murmures avec l'indifférence privilégiée d'un duc qui n'a de compte à rendre à personne, mais sous l'indifférence se cachait une appréhension plus profonde, car l'idée de se soumettre à nouveau au marché du mariage, d'évaluer et d'être évalué comme du bétail à une foire, de choisir une jeune femme appropriée en fonction de sa lignée, de sa dot et de la symétrie de ses traits, le remplissait d'une révulsion si profonde qu'elle frisait la nausée. Pourtant, en regardant cette femme dans le couloir absorber la cruauté désinvolte du vicomte, en voyant dans sa réponse non pas de la faiblesse mais une force terrible née d'une longue pratique à endurer le rejet, il avait senti quelque chose bouger, une reconnaissance qu'ici se trouvait une personne qui comprenait ce que signifiait être vraiment seul même au milieu des foules étincelantes de la société. Il n'y avait aucun calcul dans son maintien, aucune performance, simplement une dignité authentique qui n'avait besoin d'aucun public pour exister, et Alexander se surprit à penser qu'une telle dignité était plus rare et plus précieuse que toute la beauté célébrée dans les salles de bal de Londres. Une idée avait commencé à se former.
Nébuleuse au début, mais gagnante en définition, alors qu'il était assis dans sa loge, n'assistant qu'à moitié au génie de Mozart. Une idée qui était à la fois impulsion, stratégie et quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, mais qui ressemblait étonnamment au premier frémissement d'intérêt sincère qu'il avait ressenti depuis la mort de Catherine. Au moment où le rideau final tomba et que le public se leva dans un tonnerre d'applaudissements, Alexander avait pris sa décision, bien qu'il n'aurait pas pu articuler pleinement ce que cette décision impliquait au-delà d'une certitude profonde qu'il reverrait la femme en gris, qu'il découvrirait si la qualité qu'il avait entrevue dans ce bref moment d'observation était aussi authentique qu'elle en avait l'air, et que peut-être, ce faisant, il pourrait retrouver son propre chemin vers quelque chose qui ressemblait à la vie. 3 jours passèrent, pendant lesquels Eleanor se retira dans les routines familières qui structuraient son existence tranquille, trouvant du réconfort dans les volumes de poésie reliés en cuir qui garnissaient les étagères de l'ancien bureau de son père, une pièce qui était devenue son sanctuaire depuis sa mort 5 ans auparavant, et dans les travaux d'aiguille méticuleux qui occupaient ses mains, tout en laissant son esprit libre de vagabonder dans des paysages plus indulgents que les salles de bal étincelantes de Mayfair. Elle n'avait parlé de l'incident à l'opéra à personne, bien qu'elle soupçonnât, d'après la douceur inhabituelle de sa mère et l'évitement prudent du sujet par Lydia, qu'elles aussi avaient entendu la déclaration du vicomte. Et le fait que son humiliation ait été vue par ceux qu'elle aimait ajoutait une autre couche de mortification. Au souvenir qu'elle essayait, avec un succès limité, de reléguer aux vastes archives internes des affrontes et des rejets qu'elle avait appris au fil des ans à simplement endurer. C'est donc avec surprise, plutôt qu'avec intérêt, qu'elle leva les yeux de sa broderie le 3e après-midi, pour trouver sa mère entrant dans le salon avec une expression des plus étranges, quelque chose entre l'étonnement et le calcul, tenant l'exemplaire du Time du matin comme s'il contenait une nouvelle d'importance nationale plutôt que les comptes rendus habituels de manœuvres politiques et de ragots de société. Mère s'installa dans son fauteuil habituel avec un air d'excitation à peine contenu qui mit immédiatement Eleanor sur ses gardes, car elle avait appris que les enthousiasmes de sa mère concernant les affaires de société n'auguraient que rarement de bon pour sa propre tranquillité d'esprit, et en effet, les mots qui suivirent confirmèrent sa méfiance instinctive. Le duc d'Ashworth, annonça sa mère avec la gravité de quelqu'un rapportant une victoire militaire, avait acheté le Royal Opera House dans son intégralité, une acquisition qui avait apparemment nécessité une somme si extraordinaire que même le style habituellement sobre du journal transmettait quelque chose approchant le choc, et tout Londres bourdonnait de spéculations sur ce qui aurait pu motiver une transaction aussi sans précédent. La première pensée d'Eleanor, livrée avec le détachement pratique qu'elle avait cultivé comme une armure contre la déception, fut que les ducs faisaient des choses inexplicables simplement parce qu'ils le pouvaient, et que les manœuvres financières de l'aristocratie n'avaient aucune pertinence pour sa propre situation. Sa mère continua avec une animation croissante, racontant les théories qui circulaient dans les salons de Mayfair, suggérant que le duc avait l'intention de rénover le bâtiment ou de l'établir comme une sorte de monument à sa défunte épouse, ou d'affirmer sa position dans la société après sa longue absence, chaque spéculation plus élaborée que la précédente, et Eleanor écouta avec la tolérance patiente de celle qui a entendu d'innombrables histoires de société et les a toutes trouvées également éloignées de sa vie réelle. Elle retourna son attention à son ouvrage d'aiguille. Le rythme familier de l'aiguille, à travers le tissu fournissant un ancrage méditatif, et résolut en privé qu'elle n'assisterait plus à l'opéra cette saison, car le souvenir de ce couloir et des paroles du vicomte avait souillé ce qui avait été l'un de ses rares plaisirs fiables, et elle ne se soumettrait pas à la possibilité d'une répétition. Mieux valait rester ici dans cette pièce tranquille, avec ses livres et ses travaux d'aiguille, et les petites dignités d'une existence qui n'exigeait rien de la société, et ne pouvait donc pas être déçue par ses jugements. Et si cette retraite ressemblait plus à une défaite qu'à de la sagesse, eh bien, elle était devenue experte à ne pas l'examiner de telles distinctions de trop près.
L'invitation arriva sur un lourd papier cartonné crème portant le sceau ducal d'Ashworth, livré par un laquais en livrée dont la seule présence à la porte de leur modeste maison de ville plongea la maisonnée dans un état de chaos à peine maîtrisé, et Eleanor se tenait dans le couloir, regardant les mains de sa mère trembler légèrement alors qu'elle brisait le seau de cire et dépliait la seule feuille de papier dont le contenu allait, d'une manière qu'Eleanor ne comprenait pas encore, altérer le fragile équilibre qu'elle avait construit autour de ses déceptions. Le duc d'Ashworth sollicitait l'honneur de la présence de la famille Whitmore au Royal Opera House en tant que ses invités personnels pour une représentation de Don Giovanni le vendredi soir, expliquait la note d'une élégante écriture masculine qui suggérait l'éducation et le soin plutôt que le griffonnage négligent adopté par tant de gentlemen à la mode. Et il avait pris la liberté de réserver sa loge privée pour leur confort exclusif, espérant qu'il lui ferait la gentillesse d'accepter ce petit geste d'hospitalité. La mère d'Eleanor lut l'invitation à voix haute 3 fois, comme si la répétition pouvait révéler une signification cachée dans les phrases courtoises, sa voix s'élevant à chaque itération, jusqu'à ce que même la gouvernante, d'habitude imperturbable, sorte de la cuisine pour savoir quelle occasion méritait une telle excitation. Et lorsque le contenu eut été minutieusement communiqué à chaque membre du personnel de la maison, sa mère se tourna vers Eleanor avec une expression d'espoir si triomphant qu'Eleanor sentit son estomac se nouer d'une appréhension qu'elle n'aurait pu articuler pleinement. C'était de la pitié, se dit-elle. Un geste aristocratique élaboré né de la noblesse oblige, le duc ayant peut-être été témoin ou ayant entendu parler de la cruauté du vicomte et ayant décidé dans un élan de charité d'offrir une compensation sous la forme de cette invitation, et la perspective d'être assise dans sa loge privée, pendant que la société chuchoterait et spéculerait sur la raison pour laquelle le duc d'Ashworth se donnerait la peine de s'intéresser à la quelconque Mademoiselle Whitmore, la remplissait d'une humiliation si aiguë qu'elle frisait la nausée. Elle voulait refuser, prétexter un mal de tête ou un engagement antérieur, rester en sécurité entre les murs de cette maison où les attentes avaient été réduites à des dimensions gérables et où la déception avait perdu son pouvoir par simple répétition. Mais sa mère planifiait déjà ce qu'elle porterait, calculait déjà la valeur sociale d'être vue comme les invités d'un duc, ravivait déjà des espoirs qu'Eleanor avait cru enfin et miséricordieusement enterrés après 3 saisons ratées et 8 ans d'invisibilité croissante. Les paroles du vicomte résonnaient dans son esprit comme une malédiction qui avait pris forme physique remarquablement quelconque, sans plus aucun espoir de mariage. Et elle ne pouvait se défaire de la conviction qu'accepter cette invitation l'exposerait en quelque sorte à une forme encore plus publique de ce même jugement, que quelle que soit la bonté qui motivait le geste du duc, elle ne ferait que souligner par contraste à quel point elle était indigne d'une telle attention. Pourtant, le refus était impossible, car le bonheur de sa mère était en jeu. Et Eleanor avait appris depuis longtemps que son propre confort importait moins que le maintien de la paix fragile de leur foyer. Alors elle acquiesça et se retira dans sa chambre où elle s'assit près de la fenêtre, regardant le ciel gris de Londres et se demandant comment on endurait une gentillesse qui semblait plus douloureuse que la cruauté. Comment on acceptait des gestes d'égard quand chaque instinct hurlait qu'un tel égard ne pouvait être qu'une erreur ou un jeu dont elle ne comprenait pas les règles. La soirée arriva avec cette qualité particulière d'inévitabilité qu'Eleanor en était venue à associer aux occasions sociales qu'elle redoutait, et elle se retrouva debout dans le grand hall du Royal Opera House, vêtue de sa robe la plus présentable en soie bronze foncé qui, selon sa mère, apportait de la chaleur à son teint, bien qu'Eleanor soupçonnât qu'elle la faisait simplement paraître moins délavée que d'habitude, ses mains tripotant son réticule, alors que la foule s'écartait presque inconsciemment pour laisser passer la famille Whitmore vers le grand escalier qui menait aux loges privées, et elle était parfaitement consciente des chuchotements qui suivaient leur progression, des regards spéculatifs des matrones
et des débutantes qui se demandaient clairement quelle raison possible le duc d'Ashworth pouvait avoir pour adresser une telle invitation à l'insignifiante Mademoiselle Whitmore. La loge privée elle-même était une révélation de luxe qui fit qu'Eleanor se sentit encore plus déplacée, tout en velours bordeaux et en volute dorée, positionnée à l'angle parfait pour voir à la fois la scène et l'auditorium. Et lorsque le duc d'Ashworth se leva de son siège pour les accueillir, Eleanor ressentit un choc de reconnaissance en constatant qu'il était encore plus imposant de près qu'il n'en avait l'air de loin, grand et large d'épaules, avec des cheveux sombres argentés aux tempes et des yeux d'un gris si saisissant qu'elle se surprit à détourner le regard après le plus bref des contacts, certaine que de tels yeux devaient voir toutes ses imperfections mises à nu. Sa mère et sa sœur furent assises avec un cérémonial prudent, mais c'est lorsque le duc tourna toute son attention vers Eleanor, lui offrant le siège directement à côté du sien, avec une courtoisie grave, qui suggérait que ce placement était délibéré plutôt qu'accidentel, qu'elle sentit le premier frémissement de quelque chose de plus compliqué qu'une simple appréhension, une confusion qui ne fit que s'approfondir lorsque la représentation commença, et qu'il se pencha légèrement vers elle pendant l'aria d'ouverture pour lui demander, d'une voix destinée à ses seules oreilles, ce qu'elle pensait de l'interprétation du rôle par la soprano. La question la prit si complètement au dépourvu qu'elle répondit sans la prudence auto-censurée habituelle qui gouvernait ses interactions sociales, commentant que bien que la voix fût techniquement compétente, il y avait une certaine froideur dans l'exécution qui ne parvenait pas à capturer l'angoisse de Donna Anna, et elle vit quelque chose changer dans son expression. Un intérêt plus vif qui fit battre son cœur plus vite d'anxiété, jusqu'à ce qu'il réponde qu'il avait pensé précisément la même chose et avait commencé à se demander s'il n'était pas déraisonnablement critique. Ils parlèrent à voix basse tout au long du premier acte, ces questions tirant d'elle des observations sur le phrasé musical et les choix dramatiques qu'elle n'avait jamais exprimés à voix haute auparavant, parce que personne ne lui avait jamais demandé. Personne n'avait jamais suggéré que ses opinions sur de tels sujets pourraient valoir la peine d'être entendues, et elle se surprit à oublier de maintenir la garde prudente qu'elle avait construite autour de ses pensées, oubliant même de s'inquiéter de la façon dont elle devait apparaître au reste du public qui pouvait sûrement voir le duc d'Ashworth se pencher près de la quelconque Mademoiselle Whitmore, comme si ses paroles avaient une réelle valeur. Pendant l'entr'acte, alors que sa mère et sa sœur s'étaient excusées pour se promener dans le hall et être vues en compagnie du duc, Eleanor se retrouva seule avec Alexander Sinclair dans les confins intimes de la loge, et le silence qui s'installa semblait lourd d'attente jusqu'à ce qu'il parle d'une voix qui avait perdu le ton formel de tout à l'heure et portait plutôt une qualité de réflexion sincère, lui disant que sa défunte épouse Catherine avait possédé une passion pour la musique qui avait souvent dépassé sa propre compréhension et qu'il avait passé les 2 ans depuis sa mort incapable d'assister à des représentations parce que chaque aria lui rappelait son absence, mais que ce soir, pour la première fois, il s'était surpris à écouter la musique elle-même plutôt que l'écho de son chagrin. Eleanor sentit quelque chose bouger dans sa poitrine à cette confession, reconnaissant dans ses paroles une solitude qui reflétait sa propre isolation, bien que sa source fût entièrement différente, et elle se surprit à répondre avec une honnêteté qui l'étonna, disant qu'elle avait toujours trouvé dans la musique un compagnon qui n'exigeait rien de son apparence ou de sa capacité à se marier, que la beauté d'un passage parfaitement exécuté existait indépendamment de la dignité de l'auditeur à le recevoir. Il se tourna alors pour la regarder avec une intensité qui lui coupa le souffle, et elle vit dans ses yeux gris non pas de la pitié ou de la condescendance charitable, mais quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la reconnaissance, comme s'il avait découvert en elle quelqu'un qui comprenait une langue qu'il pensait être le seul à parler. Ils parlèrent pendant tout l'entr'acte de compositeurs vivants et morts, de la douleur particulière du requiem de Mozart et de la précision mathématique cachée dans les fugues apparemment sans effort de Bach, et Eleanor sentit une chaleur dangereuse se répandre à travers ses défenses, alors qu'elle réalisait que le duc n'était pas simplement poli, mais véritablement engagé,
contestant ses observations avec les siennes et écoutant ses réponses comme si elles comptaient. Lorsque sa mère et sa sœur revinrent, rougis par le triomphe d'avoir été enviés dans tout le hall, Alexander se leva avec une courtoisie formelle, mais son regard resta fixé sur Eleanor, alors qu'il demandait s'il pouvait avoir la permission de rendre visite à la famille Whitmore à leur plus proche convenance. Et bien que la question fût correctement adressée à sa mère, Eleanor comprit avec une certitude qui la ravissait et la terrifiait à la fois que la visite serait principalement destinée à elle. L'acceptation de sa mère fut immédiate et effusive, et alors que le deuxième acte commençait, Eleanor était assise dans un état d'incrédulité suspendue, consciente des chuchotements qui devaient déjà circuler dans le théâtre, consciente que Lady Pemberton, dans la loge d'en face, les regardait avec une spéculation non dissimulée, consciente surtout que l'attention du duc d'Ashworth ne s'était pas portée une seule fois sur sa belle-sœur durant toute la soirée, mais était restée fixée sur Eleanor elle-même avec une concentration qui défiait toutes les attentes que la société lui avait appris à accepter concernant sa propre invisibilité. Le duc d'Ashworth rendit visite à la résidence des Whitmore sur Bloomsbury Square, précisément 2 jours après l'opéra, arrivant dans une voiture si élégante qu'elle attira l'attention de tous les voisins assez chanceux pour assister à son approche, et Eleanor regarda depuis la fenêtre du salon, le cœur lui montant à la gorge, tandis qu'Alexander Sinclair descendait avec cette grâce particulière qui venait d'une vie entière de maintien aristocratique. Vêtu d'un habit de drap fin bleu foncé qui soulignait la largeur de ses épaules, et portant un petit paquet enveloppé dans du papier qui, sa mère le découvrirait plus tard, contenait une première édition des poèmes de Wordsworth, qu'il présenta à Eleanor avec le commentaire désinvolte qu'il s'était souvenu de son appréciation pour les poètes romantiques lors de leur conversation à l'opéra. Cette première visite établit un schéma qui se répéterait avec une constance remarquable au cours des 3 semaines suivantes, Alexander se présentant tous les 2 jours avec une régularité qui plongeait sa mère dans des transports de spéculation et Eleanor elle-même dans un état d'incrédulité prudente. Et ce qui l'étonnait le plus profondément n'était pas simplement qu'il vienne, mais que son attention restât si indubitablement fixée sur Eleanor plutôt que sur Lydia, présente par souci des convenances, et dont la beauté ne semblait faire aucune impression sur un homme qui demandait plutôt l'opinion d'Eleanor sur la dernière exposition à la Royal Academy, et écoutait sa réponse avec une concentration qui suggérait qu'il se souciait véritablement de ses pensées sur l'utilisation de la lumière dans les paysages de Turner. Lors de la 4e visite, il suggéra une promenade à Hyde Park, et Eleanor se retrouva à flâner le long de la Serpentine avec un duc à ses côtés, tandis que les membres les plus éminents de la société interrompaient leur propre promenade pour les regarder avec un choc non dissimulé, et elle était parfaitement consciente de l'image qu'ils devaient donner. Alexander s'y distinguait dans son maintien et elle-même si parfaitement ordinaire à côté de lui. Mais lorsqu'elle se risqua à un commentaire autodépréciateur sur le spectacle qu'il créait, il se tourna vers elle avec une expression de confusion si sincère qu'elle réalisa qu'il n'avait même pas remarqué l'attention qu'ils attiraient, car il avait été trop absorbé par leur discussion sur la question de savoir si les dernières symphonies de Beethoven représentaient une évolution ou une rupture avec la forme classique. Leur conversation couvrait la littérature et la philosophie, la musique et l'art, et Eleanor découvrit qu'Alexander possédait non seulement une éducation, mais une véritable curiosité, un esprit qui se délectait de s'engager avec les idées, plutôt que de simplement étaler ses connaissances, et plus remarquablement, il semblait se délecter de ses propres observations avec un enthousiasme qui lui faisait oublier de peser chaque mot avant de le prononcer. Au cours de leur 6e promenade, alors que l'automne commençait à peindre le parc de teintes ambrées et dorées, il l'interrogea sur son enfance et écouta avec un intérêt évident, tandis qu'elle décrivait avoir grandi dans l'ombre de la beauté sans effort de Lydia, et lorsqu'elle tenta de passer sur la douleur de ses années avec une légèreté étudiée, il s'arrêta complètement de marcher et dit avec une intensité tranquille
qu'il trouvait remarquable comment la société pouvait être si collectivement aveugle à la substance dans son obsession de la surface, et la façon dont il la regarda en disant cela fit trembler sur leurs fondations les murs qu'Eleanor avait si soigneusement construits. Le fragile espoir qui avait grandi dans le cœur d'Eleanor au cours des dernières semaines se brisa avec la précision du cristal heurtant un sol de marbre lorsqu'elle assista au bal de Lady Harrington le 15 octobre et rencontra le vicomte Pembroke près des tables de rafraîchissement, sa voix portant avec cette projection particulière qui suggérait son intention d'être entendu alors qu'il remarquait à son compagnon Lord Whitley que le spectacle des récentes attentions du duc d'Ashworth envers Mademoiselle Whitmore avait procuré un divertissement sans fin à ceux qui avaient l'esprit de le percevoir, se demandant à voix haute quelle impulsion charitable ou peut-être quel pari privé pouvait bien expliquer qu'un homme du rang d'Ashworth consacre un effort aussi concentré à la cultivation d'une femme si parfaitement quelconque en tous points. Eleanor sentit le sang quitter son visage, alors qu'elle se tenait figée derrière un pilier de fleurs d'automne, sa main tremblant si violemment que le verre de limonade qu'elle tenait menaçait de se renverser, et elle entendit Pembroke continuer avec une cruauté désinvolte que peut-être le duc avait besoin d'une compagne pour la conversation intellectuelle et avait sagement choisi une bas-bleue quelconque qui serait si reconnaissante de son attention qu'elle ne prétendrait jamais attendre de véritables sentiments romantiques. Un arrangement censé, en somme, quand on considérait qu'Ashworth n'avait sûrement aucune intention d'épouser réellement la femme, mais passait simplement le temps d'une manière non conventionnelle jusqu'à ce qu'une duchesse convenable se présente. Les mots la frappèrent avec la force de coups physiques. Et ce qui les rendait si dévastateurs n'était pas leur nouveauté, mais plutôt la perfection avec laquelle ils articulaient les craintes qui avaient tourmenté les propres pensées d'Eleanor pendant chaque nuit blanche depuis que les attentions d'Alexander avaient commencé. Le terrible soupçon que cela ne pouvait pas être réel, qu'elle participait à un drame élaboré dont le véritable but lui restait caché. Elle parvint à poser le verre et à se retirer dans le salon des dames, avant que quiconque puisse voir les larmes qui menaçaient de couler. Et elle s'assit dans la petite antichambre, fixant son reflet dans le miroir doré et voyant exactement ce que le vicomte avait décrit. Une femme de 28 ans, aux traits quelconques et sans aucune prétention à la beauté. Le genre de femme qui devrait être reconnaissante de la moindre attention et n'avait certainement pas le droit d'attendre la considération sincère d'un duc. Lorsque sa mère la trouva 20 minutes plus tard et insista pour qu'elle retourne dans la salle de bal parce qu'Alexander était arrivé, et la demandait, Eleanor sentit quelque chose en elle se fermer comme une porte tirée contre le vent d'hiver, et bien qu'elle soit retournée, et sourit, et ait accepté la demande de danse d'Alexander, elle se sentit se retirer derrière les murs protecteurs qu'elle avait si sottement laissé s'effriter, répondant à sa conversation chaleureuse, avec une courtoisie polie mais distante qui, elle le voyait, le déconcertait et peut-être le blessait. Pendant leur valse, alors que sa main reposait avec une parfaite convenance à sa taille et que ses yeux gris sondaient son visage avec une préoccupation évidente, elle ne put se résoudre à croiser son regard directement, car si elle le faisait, elle craignait de s'effondrer complètement, et lorsqu'il lui demanda doucement si quelque chose n'allait pas, elle l'assura avec une légèreté étudiée qu'elle était simplement fatiguée, voyant quelque chose changer dans son expression qui ressemblait remarquablement à de la déception avant qu'il n'acquiesce et n'insiste pas davantage, laissant Eleanor se demander avec une certitude maladive si elle venait de voir le début de son retrait, la conclusion inévitable de quelque jeu ou projet charitable auquel elle avait participé sans le savoir. Alexander Sinclair remarqua le retrait d'Eleanor avec la précision d'un homme qui avait appris à lire le langage subtil du chagrin et de la déception au cours des 2 ans écoulés depuis la mort de sa femme. Et lorsqu'il arriva au bal de Lady Harrington le soir suivant et observa le vicomte Pembroke tenir sa cour près de la salle de jeu avec cette expression particulière de satisfaction béate qui suggérait une récente malice, il comprit avec une clarté soudaine ce qui avait provoqué la retraite d'Eleanor.
Il avait passé la nuit précédente sans pouvoir dormir, rejouant leur valse et la façon dont elle avait refusé de croiser son regard. La politesse mesurée qui avait remplacé la chaleur grandissante entre eux, et il avait ressenti quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis sa jeunesse. Une colère protectrice féroce à l'idée que quelqu'un ait blessé une personne à laquelle il s'était profondément attaché. Le duc d'Ashworth n'était pas un homme porté aux démonstrations publiques ou à la confrontation sociale. Son duel l'avait rendu encore plus réservé que ne le dictait son tempérament naturel. Mais en regardant Pembroke gesticuler de manière expansive, tandis que ses compagnons riaient d'une de ses saillies, Alexander sentit une froide détermination s'installer dans sa poitrine, comme de la glace, se formant sur un étang en hiver. Il traversa la salle de bal avec une détermination délibérée, sa haute stature fendant la foule avec une autorité qui faisait que les gens s'écartaient instinctivement. Et les conversations autour de lui commencèrent à faiblir, alors que les observateurs les plus perspicaces de la société reconnaissaient que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Il s'arrêta juste devant le cercle de Pembroke, avec une présence si imposante que le rire du vicomte s'éteignit en plein milieu, et Alexander dit d'une voix qui porta avec une clarté aristocratique parfaite jusqu'au moindre recoin de cette section de la salle de bal qu'il souhaitait aborder une question d'une certaine importance concernant la conduite attendue des gentlemen. Le visage de Pembroke passa de la surprise à la méfiance, tandis qu'Alexander continuait avec une courtoisie dévastatrice qu'il avait observé une tendance troublante chez certains membres de la haute société. En particulier la tendance de ceux qui manquent de substance à compenser leurs propres insuffisances en rabaissant les autres, une pratique qu'il trouvait non seulement déplaisante mais indicative d'une profonde faiblesse de caractère. Il nota qu'il avait récemment eu l'occasion de voir le vicomte Pembroke se livrer à un tel comportement, offrant à plusieurs reprises des commentaires non sollicités sur une dame au caractère impeccable et d'une grande profondeur, et il souhaitait clarifier pour toutes les personnes présentes que de tels commentaires ne reflétaient que la pauvreté du jugement du vicomte lui-même, plutôt que la dame en question. Le silence dans la salle de bal était devenu absolu. Chaque éventail immobile et chaque conversation abandonnée, alors que l'élite de Londres reconnaissait être témoin de quelque chose d'extraordinaire, un duc démolissant publiquement un vicomte, avec des mots aussi précis que des instruments chirurgicaux. Alexander continua en disant qu'il trouvait remarquable la fréquence à laquelle ceux qui ne possédaient qu'un charme superficiel le prenaient pour une valeur réelle, et comment ceux incapables d'apprécier l'intelligence ou le caractère rejetaient inévitablement ce qu'ils n'avaient pas la profondeur de comprendre, et il suggéra que Pembroke pourrait bénéficier d'une réflexion sur la raison pour laquelle un homme de véritable discernement serait naturellement attiré par des qualités de substance plutôt que par une simple décoration de surface, bien qu'il doutât que le vicomte possédât une conscience de soi suffisante pour qu'une telle réflexion porte ses fruits. Eleanor passa les 3 jours suivant la défense publique de son honneur par Alexander, dans un état de profond tumulte intérieur qui l'empêchait de manger correctement ou de dormir plus de quelques heures agitées chaque nuit, car tandis que tout Londres bourdonnait de la façon dont le duc d'Ashworth avait anéanti le vicomte Pembroke, avec une précision si dévastatrice que l'homme avait quitté le bal de Lady Harrington en retraite humiliée, Eleanor se trouvait incapable d'accepter simplement ce grand geste comme une preuve de la sincère considération d'Alexander, les années de rejet et de déception ayant creusé dans son cœur des canaux qui ramenaient chaque pensée pleine d'espoir vers le doute et l'autoprotection. Elle voulait désespérément croire qu'un homme comme Alexander pouvait vraiment voir de la valeur en quelqu'un comme elle, mais 28 ans passés à être ignorés lui avaient appris que les gestes extraordinaires précédaient souvent des déceptions tout aussi dévastatrices, et elle se torturait en se demandant si sa défense avait été motivée par un sentiment réel ou simplement par la protection instinctive d'un gentleman envers toute dame calomniée en sa présence. L'après-midi du 18 octobre, alors qu'Eleanor était assise dans le petit salon de la résidence Whitmore,
tentant sans succès de se concentrer sur son ouvrage d'aiguille, sa sœur Lydia arriva de manière inattendue sans son mari, et Eleanor remarqua immédiatement que la beauté légendaire de sa sœur cadette semblait en quelque sorte ternie. La qualité lumineuse qui avait fait de Lydia la coqueluche de sa première saison remplacée par quelque chose de fragile et de fatigué, bien qu'elle n'eût que 24 ans et fût mariée depuis moins de 2 ans au beau et recherché M. Thomas Carstairs. Lydia écarta les questions de leur mère sur l'absence de Thomas avec une légèreté étudiée, prétendant qu'il avait des affaires à régler, mais lorsque les sœurs se retrouvèrent enfin seules, le sang-froid soigneusement maintenu de Lydia s'effrita comme de l'argile séchée au soleil, et elle confessa avec une honnêteté brute que son mariage était devenu une source de profonde solitude, que Thomas l'avait épousée pour sa beauté, comme elle l'avait épousé pour son beau visage et ses manières charmantes, et qu'ils avaient découvert trop tard que les attraits de surface ne fournissaient aucun fondement pour un véritable partenariat ou une compréhension mutuelle. Elle décrivit des soirées passées lors de dîners silencieux parce qu'ils n'avaient rien de substantiel à se dire, la façon dont Thomas s'ennuyait dès qu'elle tentait de parler d'autre chose que des banalités sociales, comment elle avait réalisé avec une horreur naissante qu'elle avait été collectionnée comme un bel ornement pour décorer sa vie plutôt que choisie comme compagne pour son cœur, et elle regarda Eleanor avec des yeux qui contenaient à la fois du regret et quelque chose qui ressemblait remarquablement à de l'envie, en disant qu'elle avait passé des années à plaindre le manque de prétendants de sa sœur aînée, tout en étant elle-même courtisée par des dizaines d'hommes. Mais qu'elle comprenait maintenant que le destin d'Eleanor d'être ignorée par les esprits superficiels avait peut-être été une bénédiction déguisée, car cela signifiait que tout homme qui la verrait enfin verrait quelque chose de réel et de durable, plutôt que de simplement admirer une jolie surface destinée à se faner. L'invitation arriva le matin du 22 octobre, livrée par le propre laquais du duc dans sa livrée distinctive de bordeaux profond et d'or, et les mains d'Eleanor tremblèrent légèrement alors qu'elle brisait le seau de cire cramoisi, portant les armoiries d'Ashworth pour découvrir qu'Alexander sollicitait sa présence ce soir même à sa résidence londonienne, pour ce qu'il décrivait comme une performance musicale privée qu'il avait organisée en son honneur. Notant spécifiquement que l'invitation était adressée à elle seule plutôt qu'à toute la famille Whitmore, une entorse au protocole qui fit que la mère d'Eleanor pinça les lèvres d'inquiétude tout en insistant sur le fait qu'Eleanor devait bien sûr accepter. Eleanor passa le reste de la journée dans un état d'anticipation nerveuse qui se manifesta par le fait qu'elle changea de robe 3 fois avant de se décider pour une robe de soie saphir profonde que sa mère avait insisté pour qu'elle commande la saison précédente malgré les protestations d'Eleanor, que la couleur riche était trop belle pour quelqu'un de son apparence quelconque, bien qu'en s'étudiant dans le miroir ce soir-là, elle pensa que peut-être la teinte apportait une certaine profondeur à ses yeux gris qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. La résidence londonienne du duc sur Grosvenor Square était aussi élégante qu'Eleanor l'avait imaginé, tout en proportions classiques et en magnificence discrète. Mais Alexander l'accueillit lui-même à l'entrée plutôt que de laisser des domestiques l'escorter, et l'accueil chaleureux dans ses yeux sombres apaisa quelque chose d'anxieux dans sa poitrine alors qu'il lui offrait son bras et la guidait non pas vers la salle de musique formelle à laquelle elle s'attendait, mais vers un salon plus intime où elle découvrit un quatuor à cordes déjà assemblé, les musiciens prêts avec leurs instruments dans un espace éclairé par ce qui devait être 50 bougies qui remplissaient la pièce d'une lumière dorée et du parfum doux et léger de la cire d'abeille. Alexander expliqua. En la faisant asseoir dans l'une des 2 chaises positionnées face aux musiciens, qu'il avait passé la semaine précédente en consultation avec les maîtres de musique de la Royal Academy, leur décrivant les morceaux dont il avait entendu Eleanor parler avec une passion si évidente lors de leur conversation, et qu'il avait engagé ce quatuor particulier parce qu'ils étaient spécialisés dans les œuvres des compositeurs qu'elle admirait le plus, en particulier Mozart et Handel, dont elle lui avait un jour décrit les harmonies complexes, comme sonnant comme des mathématiques
rendues belles. Alors que les premières notes du quatuor à cordes numéro 17 en si bémol majeur de Mozart emplissaient le salon, Eleanor sentit des larmes lui piquer les yeux de manière inattendue. Car ce morceau particulier était un de ceux qu'elle n'avait mentionné qu'une seule fois en passant lors d'une promenade à Hyde Park 2 semaines plus tôt, une composition qu'elle avait décrite comme capturant quelque chose d'essentiel sur la possibilité de la joie même dans la complexité. Et le fait qu'Alexander non seulement se soit souvenu de ce simple commentaire, mais ait pris des dispositions si extraordinaires pour qu'elle puisse l'entendre interpréter en direct dans un cadre aussi intime, brisa les murs soigneux qu'elle avait construits autour de son cœur, avec la force irrésistible d'une inondation submergeant enfin un barrage. Le quatuor termina son interprétation de la pièce de Mozart et enchaîna sans transition avec un concerto de Handel, et Eleanor resta assise dans une immobilité parfaite, tandis que la musique l'envahissait, sa conscience s'étendant au-delà des notes elles-mêmes pour englober l'extraordinaire prévenance qu'il avait fallu à Alexander pour organiser toute cette soirée autour des fragments de conversation qu'elle se souvenait à peine avoir partagés avec lui. Et lorsque les dernières notes s'évanouirent dans le silence et que les musiciens se retirèrent discrètement avec des saluts respectueux, elle se retrouva seule avec Alexander dans le salon éclairé aux chandelles, le cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il devait l'entendre dans le silence soudain. Il se déplaça pour s'asseoir sur la chaise à côté d'elle, plutôt que de maintenir la distance formelle que le protocole aurait dictée, assez près pour qu'elle puisse détecter le subtil parfum de bois de santal et quelque chose d'autre qui n'appartenait qu'à lui, et pendant un long moment, aucun ne parla, le poids des sentiments non dits remplissant l'espace entre eux comme une présence ayant sa propre substance et sa propre texture. Eleanor savait qu'elle se tenait au bord d'un précipice, qu'elle pouvait se replier dans la résignation sûre qui l'avait protégée pendant tant d'années, ou qu'elle pouvait s'avancer dans la terrifiante vulnérabilité de l'expression honnête, et elle découvrit que les paroles de Lydia sur le vide de la beauté de surface, combinées à la démonstration de compréhension sincère de cette soirée, avaient échangé quelque chose de fondamental dans sa capacité à faire preuve de courage. Elle se tourna pour faire face directement à Alexander, ses yeux gris rencontrant ses yeux sombres sans les boucliers qu'elle employait habituellement, et sa voix sortit plus doucement qu'elle ne l'avait prévu, mais ferme, alors qu'elle lui disait qu'elle devait parler franchement, même si une telle franchise violait toutes les règles de la conduite féminine convenable, car elle ne pouvait continuer cette danse de la cour sans comprendre ses véritables intentions et motivations. Elle confessa avec une honnêteté douloureuse que chaque gentillesse qu'il lui montrait, chaque attention qu'il lui portait, existait dans son esprit sur le fond constant de l'évaluation du vicomte Pembroke, la qualifiant de quelconque et immariable, qu'elle avait passé 28 ans à apprendre les limites précises de son attrait et de sa valeur aux yeux de la société. Et bien qu'elle veuille désespérément croire que son intérêt était sincère, elle ne pouvait faire taire la voix qui murmurait qu'elle devait être une sorte de projet ou d'entreprise caritable. Une femme qu'il plaignait plutôt qu'il ne désirait, un objet de sa bienveillance plutôt que de son affection. Les mots, une fois libérés, semblèrent flotter dans l'air entre eux, et Eleanor se prépara aux assurances polies ou, pire, à la confirmation de ses craintes, mais l'expression d'Alexander se transforma en quelque chose de brut et de sans défense, alors qu'il se penchait en avant et prenait ses mains dans les siennes, avec une douceur qui contredisait l'intensité brûlant dans ses yeux. Il lui dit d'une voix enrouée par l'émotion qu'il parlerait avec une égale honnêteté, même si une telle vulnérabilité n'était pas l'habitude des ducs ou des hommes entraînés à maintenir une réserve aristocratique. Et il confessa qu'après la mort de sa femme 2 ans plus tôt, il s'était cru définitivement coupé de tout sentiment sincère, accomplissant les gestes de ses responsabilités, tout en ne ressentant rien d'autre qu'un vide gris, là où son cœur avait autrefois résidé. Il expliqua qu'en la regardant à l'opéra ce premier soir, la voyant absorber la cruauté du vicomte, avec une telle dignité silencieuse,
avant de retourner son attention à la musique, quelque chose s'était fissuré dans le paysage gelé de son chagrin, et que dans les semaines qui avaient suivi, il s'était surpris à ne plus penser au devoir ou à l'obligation, mais à la manière particulière dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait de quelque chose qui la touchait. À l'intelligence et à la profondeur de sentiments qu'il voyait en elle et que la société ignorait parce qu'elle ne pouvait être saisie par les mesures grossières de la beauté conventionnelle. Il lui dit qu'elle l'avait éveillé à la possibilité d'une nouvelle connexion authentique et que si elle ne pouvait pas encore voir sa propre valeur extraordinaire, il devrait simplement continuer à la lui démontrer jusqu'à ce qu'elle croie ce qu'il savait déjà avec une certitude absolue, qu'elle était précisément la femme qu'il voulait, non pas malgré ses différences avec les idéaux superficiels de la société, mais en raison de la substance et de la grâce qui la rendait unique parmi toutes celles qu'il avait connues. L'instant s'étira entre eux, chargé de possibilités, et Eleanor vit dans ses yeux une intention qui lui coupa le souffle alors qu'il se penchait plus près, sa main se levant pour toucher son visage avec une tendresse qui fit battre ses paupières en anticipation, mais le son sec de la porte du salon s'ouvrant brisa l'intimité, alors que le majordome d'Alexander apparaissait avec de profuses excuses pour une affaire urgente nécessitant l'attention immédiate du duc. Et bien qu'Alexander ait rejeté l'interruption avec une frustration à peine dissimulée, le charme était rompu et Eleanor se retrouva ramenée chez elle 1 heure plus tard, ses émotions dans un chaos magnifique et sa certitude quant à ses sentiments enfin précieusement acquises. Mais le lendemain matin apporta des complications qu'Eleanor n'avait pas prévues, à commencer par l'apparition de sa mère dans sa chambre avant le petit déjeuner, avec une expression d'anxiété maternelle qu'Eleanor avait appris à reconnaître comme le prélude à des conversations difficiles, et Madame Whitmore s'assit sur le bord du lit d'Eleanor pour exprimer des inquiétudes qui l'avaient apparemment tenue éveillée une grande partie de la nuit, se demandant si le duc ne s'amusait pas simplement en compagnie d'Eleanor, si un homme de sa position envisagerait vraiment un attachement permanent avec une femme qui n'apportait ni grande beauté ni fortune significative à une telle alliance, et si Eleanor ne laissait pas l'espoir l'aveugler sur la probabilité d'un chagrin d'amour éventuel. Ces paroles, bien que prononcées avec une sollicitude aimante, rouvrirent des blessures que les déclarations d'Alexander avaient commencé à guérir, et les tentatives d'Eleanor pour transmettre la profondeur et la sincérité de ce qui s'était passé entre eux la veille au soir se heurtèrent à l'observation sceptique de sa mère que les hommes de rang croyaient souvent à leurs propres sentiments sur le moment, sans que de tels sentiments ne conduisent nécessairement à des propositions honorables. La conversation laissa Eleanor ébranlée et incertaine, malgré son désir de faire confiance à ce qu'elle avait vu dans les yeux d'Alexander, et son malaise ne fit qu'augmenter lorsqu'elle accompagna sa mère et Lydia au salon de Lady Pemberton cet après-midi-là pour le thé, et se retrouva l'objet de spéculations parmi les matrones de la société assemblée, dont les observations, livrées d'une voix censée être confidentielle mais soigneusement calibrée pour atteindre les oreilles d'Eleanor, suggéraient que les attentions du duc étaient largement considérées comme un caprice excentrique qui passerait inévitablement une fois qu'il aurait retrouvé ses esprits et se serait souvenu de son devoir de contracter une alliance appropriée à son rang et à sa position. Lady Pemberton elle-même se joignit à la conversation en observant qu'Eleanor devait bien profiter de cette attention inhabituelle tant qu'elle durait, et bien que les mots aient été prononcés avec un sourire, leur implication était suffisamment claire pour qu'Eleanor sente le poids familier du jugement social s'abattre de nouveau sur ses épaules avec une force écrasante, et lorsqu'elle rentra chez elle cet après-midi-là, sa fragile confiance s'était érodée au point qu'elle se demandait si sa mère et les matrones de la société n'avaient pas raison dans leur évaluation qu'elle prenait sottement un intérêt passager pour un engagement sincère. Le jour suivant n'apporta aucune nouvelle d'Alexander, et bien qu'Eleanor sût parfaitement que diverses exigences pesant sur le temps d'un duc pouvaient expliquer son absence,
Le silence se fit de plus en plus menaçant au fil des heures, et les doutes semés par sa mère, et renforcés par le salon de Lady Pemberton, prirent racine plus profondément dans le sol fertile de ses insécurités, de toujours quant à sa valeur et à son attrait. Au deuxième jour sans communication, Eleanor s'était presque convaincue que toute cette cour avait été exactement ce qu'elle avait craint depuis le début. Un caprice incompréhensible ou une impulsion charitable qu'Alexander avait maintenant reconnue comme étant peu pratique et inappropriée, et elle se préparait au retrait poli inévitable lorsqu'un laquais arriva avec une lettre portant le sceau d'Ashworth et une demande qu'Eleanor se présente au Royal Opera House à 8 heures ce soir-là, seule si elle était prête à lui faire confiance pour un arrangement aussi irrégulier, avec une voiture envoyée pour la transporter en toute sécurité. Les mains d'Eleanor tremblèrent en lisant le bref message, et bien que sa mère ait exprimé son alarme face à l'inconvenance d'une femme non mariée rencontrant un gentleman seul le soir, quelque chose dans la formulation soignée de la demande d'Alexander convainquit Eleanor que ce qu'il avait l'intention de communiquer nécessitait de l'intimité et le cadre spécifique de l'opéra lui-même, et elle se surprit à accepter malgré toutes les règles de conduite suggérant qu'elle devrait refuser. La voiture du duc arriva précisément à l'heure convenue, et Eleanor fit le trajet à travers les rues de Londres, le cœur oscillant entre l'espoir et la crainte, incertaine si elle se dirigeait vers une déclaration ou un doux renvoi, et lorsqu'elle arriva à l'opéra, elle le trouva sombre et apparemment vide, à l'exception d'un seul préposé qui l'escorta à travers les couloirs silencieux jusqu'à la loge privée, où elle s'était assise pour la première fois en tant qu'invitée d'Alexander toutes ces semaines auparavant. Alexander l'attendait dans la loge, et la lueur des bougies illuminait son expression d'une chaleur qui apaisa immédiatement ses pires craintes, et il lui prit les mains dans les siennes, et lui dit qu'il avait quelque chose à lui montrer, quelque chose qui, espérait-il, répondrait aux doutes qu'il la soupçonnait de nourrir quant à la sincérité de ses sentiments et de ses intentions. Il attira son attention sur une plaque de laiton nouvellement installée à l'entrée de la loge, et Eleanor se pencha pour lire la gravure qui proclamait cet espace comme la Lodge Whitmore, dédiée en l'honneur d'Eleanor Whitmore, et lorsqu'elle se tourna vers lui, confuse, il expliqua qu'il voulait qu'elle comprenne pourquoi il avait acheté le Royal Opera House, une décision qui avait mystifié la société londonienne et suscité d'interminables spéculations sur ses motivations et son état mental. Alexander expliqua que lorsqu'il avait été témoin de la cruauté du vicomte à son égard ce soir-là, des semaines auparavant, en la voyant absorber ses paroles blessantes avec une telle dignité avant de retourner son attention à la musique qu'elle aimait, quelque chose avait changé en lui qu'il n'avait pas entièrement compris jusqu'à bien plus tard, et dans les jours qui suivirent, il se trouva incapable d'oublier l'image de sa grâce tranquille face à une telle méchanceté irréfléchie. Il lui dit qu'il avait acheté le Royal Opera House non pas comme un investissement ou un caprice, mais parce qu'il ne pouvait supporter l'idée qu'elle puisse associer à jamais un lieu d'une telle beauté au souvenir d'avoir été rabaissé et rejeté, et que s'il possédait les moyens de transformer cette association, il ne considérait pas cela comme une extravagance, mais comme une nécessité, une façon de s'assurer que lorsqu'elle assisterait à l'opéra à l'avenir, elle y entrerait non pas comme quelqu'un de simplement toléré par la société, mais comme quelqu'un d'honoré dans l'architecture même du bâtiment. Eleanor sentit les larmes monter alors qu'elle regardait à nouveau la plaque portant son nom, comprenant maintenant l'ampleur de ce qu'il avait fait et la profondeur du sentiment qui avait motivé un geste aussi extraordinaire. Et lorsqu'elle se retourna vers lui, sa vision était floue, mais son cœur était plus certain qu'il ne l'avait jamais été. Alexander prit ses deux mains dans les siennes et l'attira plus près, et dans la lumière intime des chandelles de la loge où leur histoire avait véritablement commencé, il lui dit qu'il l'avait amenée ici ce soir, parce qu'il avait une question à lui poser, une question qui exigeait un cadre à la hauteur de son importance, et il voulait qu'elle entende sa proposition dans un lieu qui lui appartenait désormais autant qu'à lui. Il dit qu'au cours des mois de leur connaissance,
Elle lui avait donné quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais à la mort de sa femme. Non pas un remplacement de ce qu'il avait aimé auparavant, mais quelque chose de nouveau et d'aussi précieux, une connexion bâtie non pas sur les attraits superficiels que la société prisait, mais sur une reconnaissance et une compréhension sincères, et une passion partagée pour les choses qui donnaient un sens à la vie, au-delà de la simple apparence ou du statut. Il lui dit que lorsqu'il la regardait, il voyait de l'intelligence, de la sensibilité et une capacité à ressentir profondément que la plupart des gens passaient leur vie entière sans jamais développer. Et il se considérait non pas comme son bienfaiteur ou son mécène, mais plutôt comme le récipiendaire reconnaissant de son attention et de sa considération, profondément chanceux que les circonstances aient permis à leur chemin de se croiser à un moment où tous deux étaient prêts à reconnaître l'un en l'autre ce qu'ils avaient cherché. Alors, Alexander posa un genou à terre dans la loge qui portait son nom, et d'une voix ferme de conviction, il demanda à Eleanor Whitmore si elle consentirait à devenir sa femme, à partager sa vie, son nom et sa détermination à construire un partenariat fondé sur le respect mutuel et l'affection sincère plutôt que sur les conventions vides qui régissaient la plupart des mariages de la société. Il promit que si elle l'acceptait, elle n'aurait plus jamais à endurer la cruauté désinvolte de personnes trop limitées pour reconnaître sa valeur, non pas parce qu'il la protégerait du monde, mais parce qu'ensemble, ils démontreraient, par le bonheur et l'harmonie de leur union, que les définitions étroites de la valeur de la société étaient dénuées de sens lorsqu'on les mesurait à l'aune de la substance d'une véritable connexion. L'acceptation d'Eleanor ne vint pas en paroles élaborées, mais en un simple « oui » prononcé à travers des larmes de joie et de soulagement. Et alors qu'Alexander se relevait et la prenait dans ses bras, elle sentit le poids de chaque jugement cruel et de chaque regard dédaigneux qu'elle avait enduré pendant 28 ans se lever de ses épaules comme s'il n'avait jamais existé, remplacé par la certitude qu'elle était sincèrement aimée, non pas malgré ses défauts perçus, mais pour la personne qu'elle était réellement sous les évaluations superficielles de la société. La nouvelle de leur fiançailles se répandit à travers Londres avec la vitesse et l'intensité d'un feu de forêt, et dès l'après-midi suivante, chaque salon de la société à la mode bourdonnait de spéculations et de commentaires sur l'union surprenante entre le distingué duc d'Ashworth et la décidément quelconque Eleanor Whitmore, avec des réactions allant du bonheur sincère pour le couple à un étonnement à peine dissimulé qu'un gentleman aussi éligible ait choisi une épouse si peu conventionnelle. La mère d'Eleanor pleura de joie et de soulagement lorsqu'Alexander demanda formellement sa bénédiction, exprimant sa gratitude que sa fille aînée n'ait pas à affronter le destin solitaire de vieille fille permanente qui avait semblé inévitable quelques mois plus tôt, et bien qu'Eleanor ait pu autrefois se sentir blessée par le soulagement transparent de sa mère, elle comprenait maintenant qu'il s'agissait simplement de l'inquiétude d'un parent pour le bien-être d'un enfant dans le cadre limité de la compréhension que sa mère possédait. Lydia embrassa sa sœur avec un plaisir non fin et murmura qu'Eleanor avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que les attraits de surface qui avaient déterminé le propre choix marital de Lydia. Et dans les yeux de sa sœur cadette, Eleanor vit à la fois du bonheur et une trace d'envie mélancolique pour le partenariat authentique qu'Eleanor s'était assuré. L'annonce officielle parut dans le Morning Post et fut accueillie avec divers degrés d'enthousiasme à travers le spectre social, les vrais amis d'Alexander exprimant leur plaisir qu'il ait trouvé de la compagnie après ces années de deuil, tandis que ceux plus soucieux du statut et des conventions peinaient à comprendre ce qui avait motivé une alliance aussi inattendue. Le vicomte Pembroke apprit la nouvelle en prenant son petit déjeuner à son club et devint, dit-on, tout à fait pâle avant de se retirer de la salle à manger sans finir son repas. Et en quelques jours, il devint évident que sa position sociale avait considérablement souffert de son humiliation publique aux mains d'Alexander et de son animosité bien connue envers la femme qui serait désormais la duchesse d'Ashworth,
une position qui la plaçait décidément hors de portée de sa cruauté désinvolte. Plusieurs matrones de la société, qui avaient auparavant traité Eleanor avec un léger mépris, se précipitèrent pour réparer leurs relations avec elle, se souvenant soudainement d'une connaissance antérieure et exprimant leur joie de sa bonne fortune avec une transparence qui aurait pu être amusante si elle n'avait pas révélé si clairement les valeurs superficielles qui gouvernaient leur monde. Lady Pemberton elle-même se présenta à la résidence des Whitmore pour offrir des félicitations forcées, et Eleanor la reçut avec une parfaite courtoisie, mais sans la gratitude désespérée pour l'attention qui aurait pu autrefois caractériser sa réponse à la remarque d'une personne d'un rang si élevé, sa nouvelle confiance évidente dans la manière gracieuse, mais réservée avec laquelle elle accepta la surprise mal dissimulée de la femme plus âgée. Le propre cercle social d'Alexander accueillit Eleanor avec beaucoup plus de chaleur, en particulier les amis qui s'étaient inquiétés de son isolement prolongé après la mort de sa femme et qui reconnurent dans son maintien un engagement renouvelé avec la vie qui parlait en faveur de son choix. Les semaines qui suivirent l'annonce des fiançailles se déroulèrent dans un tourbillon de préparatifs de mariage qui transformèrent l'existence quotidienne d'Eleanor, passant d'une routine tranquille à une activité élaborée. Mais à travers tout cela, ce qui la frappa le plus profondément ne fut pas le choix des tissus ou la planification des menus, mais plutôt le changement interne qui se produisit alors qu'elle s'autorisait progressivement à croire pleinement à la réalité de son bonheur et à l'authenticité de la dévotion d'Alexander. Il lui rendait visite quotidiennement, et lors de ces visites, Eleanor découvrit en lui une tendresse qui n'avait été qu'esquissée pendant leur cours, une attention minutieuse à son confort et à ses préférences, qui montrait clairement qu'il considérait leur mariage imminent non pas comme l'acquisition d'une épouse pour remplir un poste vacant, mais comme le début d'un véritable partenariat fondé sur le soin et la considération mutuelle. Lorsque la modiste arriva avec des échantillons de soie et de dentelle pour la robe de mariée, Alexander insista pour être consulté sur les préférences d'Eleanor, et bien que la bienséance dicta qu'il ne devait pas avoir le vêtement fini avant la cérémonie, il s'assura que chaque décision reflétait son goût plutôt que de simplement se conformer à ce que la mode dictait ou à ce qui impressionnerait les observateurs de la société. Eleanor se surprit à choisir une robe de soie ivoire avec une broderie délicate qui plaisait à sa sensibilité esthétique plutôt qu'à la confection plus élaborée que sa mère avait initialement suggérée, et l'approbation d'Alexander pour son choix lui donna l'assurance que ses instincts en matière de beauté et de convenance étaient valides, malgré des années passées à lui entendre dire implicitement que son jugement en de telles matières était suspect. Les moments les plus significatifs des préparatifs ne vinrent pas des grandes décisions concernant la cérémonie elle-même, mais des choix plus modestes qui révélaient la vie qu'ils construiraient ensemble. En particulier la sélection de la musique pour la cérémonie de mariage et le déjeuner qui suivrait. Alexander s'arrangea pour qu'il rencontre le directeur musical du Royal Opera House, et ensemble, ils passèrent un après-midi entier à discuter des morceaux qui exprimeraient le mieux l'importance de l'occasion, la connaissance d'Eleanor des compositeurs et l'intérêt sincère d'Alexander pour ses opinions, créant une collaboration qui ressemblait à un aperçu de leur future harmonie. Elle suggéra un morceau particulier de Mozart, pour le moment où elle remonterait l'allée, expliquant que sa combinaison de joie et de solennité capturait ce qu'elle ressentait à propos de l'engagement qu'il prenait, et Alexander écouta avec une attention si concentrée qu'elle se sentit vraiment entendue d'une manière qu'elle n'avait jamais connue dans aucune interaction précédente avec un homme. Dans des moments plus calmes, lorsqu'il se promenait dans le parc ou s'asseyait dans le salon des Whitmore avec un chaperonnage approprié, Alexander lui prenait la main et parlait de sa vision de leur vie ensemble, décrivant non pas de grandes ambitions sociales, mais un simple bonheur domestique, des soirées passées en conversation et en musique, la possibilité d'enfants qui seraient élevés pour valoriser le caractère, plutôt que l'apparence et la substance, plutôt que le statut.
Le matin du mariage d'Eleanor se leva avec une clarté cristalline, la lumière du soleil entrant à flot par la fenêtre de sa chambre comme si le ciel lui-même avait conspiré pour illuminer ce jour qui avait autrefois semblé un rêve impossible, et tandis que sa femme de chambre l'aidait à enfiler la robe de soie ivoire avec sa délicate broderie, elle aperçut son reflet dans le miroir et vit non pas la vieille fille quelconque que la société avait rejetée, mais une femme qui était sincèrement aimée et qui avait enfin appris à reconnaître sa propre valeur indépendamment des jugements des autres. Le corsage était parfaitement ajusté, la soie fraîche et lisse contre sa peau, et le voile de dentelle qui avait appartenu à sa grand-mère semblait capter la lumière du matin et la transformer en quelque chose de lumineux et de sacré, tandis que le petit bouquet de roses blanches et de jasmin qu'Alexander avait spécifiquement demandé remplissait la pièce d'un parfum qui serait à jamais associé dans son esprit à ce moment de transformation. Sa mère pleura en attachant le collier de perles qui était dans la famille depuis 3 générations, et même Lydia, qui avait toujours été la beauté reconnue de la famille, regarda Eleanor avec quelque chose qui approchait l'admiration en murmurant qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi radieux, et Eleanor comprit que ce qui se voyait sur son visage n'était pas la perfection physique, mais plutôt l'illumination qui vient du fait d'être vraiment vue et chérie par une autre personne. Le trajet en calèche jusqu'à St. George's à Hanover Square se passa dans un tourbillon d'émotions et d'impressions sensorielles. Les rues de Londres bondées de gens ordinaires, vacants à leurs occupations matinales, tandis qu'Eleanor se dirigeait vers le moment le plus extraordinaire de sa vie. Et lorsque l'église apparut avec ses colonnes imposantes et la foule de la société à la mode rassemblée sur ses marches, elle ressentit un retour momentané de son ancienne anxiété. Craignant que tout cela ne soit une erreur ou un rêve élaboré dont elle allait bientôt se réveiller. Mais alors, elle vit Alexander debout à l'autel dans sa tenue de cérémonie, et l'expression sur son visage alors qu'elle commençait sa lente marche dans l'allée, accompagnée par le morceau de Mozart qu'ils avaient choisi ensemble, dissipa tout doute restant, car personne ne pouvait regarder une autre personne avec un amour et une dévotion aussi transparents à moins que le sentiment ne soit absolument sincère et profondément enraciné. L'église était remplie de fleurs et de l'odeur des bougies en cire d'abeille, et la lumière de l'après-midi filtrant à travers les vitraux peignait les sols de marbre de flaques de radiance colorées qui semblaient bénir chaque pas qu'Eleanor faisait vers son avenir. Tandis que les invités assemblés, qui représentaient le summum de la société londonienne, assistaient à une union qui défiait leur compréhension conventionnelle des mariages appropriés et les forçait à être témoins du triomphe du caractère sur l'attraction superficielle. Lorsqu'Eleanor atteignit l'autel et qu'Alexander lui prit la main, ses doigts tremblèrent légèrement d'émotion, et alors que la cérémonie se déroulait avec ses mots anciens et ses vœux solennels, elle sentit le poids de chaque limitation qui lui avait été imposée tout au long de sa vie. Tombée complètement, remplacée par la profonde reconnaissance qu'elle entrait dans un partenariat construit sur le respect mutuel et l'affection sincère, plutôt que sur la commodité sociale ou l'attraction physique. Le déjeuner de mariage qui se tint à Ashworth House fut une affaire d'une telle élégance et d'une telle chaleur que même les membres les plus critiques de la société se trouvèrent charmés par le bonheur sincère qui émanait à la fois de la mariée et du marié, et alors qu'Eleanor se déplaçait dans les salles de réception pour saluer les invités, Alexander toujours à ses côtés, elle sentit le manteau de sa nouvelle position se poser sur ses épaules, non pas comme un fardeau, mais comme une extension naturelle de qui elle avait toujours été sous les couches de doute de soi que la société lui avait imposées. La résidence londonienne du duc était un chef-d'œuvre de l'architecture géorgienne, avec des plafonds hauts et des fenêtres qui inondaient les pièces de la lumière de l'après-midi, et Eleanor avait travaillé avec le personnel de la maison pour remplir chaque espace de fleurs et de musique, afin que la célébration ressemble moins à une obligation sociale formelle qu'à une expression authentique de joie. La main d'Alexander reposait au creux de ses reins,
alors qu'il se déplaçait de groupe en groupe, un geste à la fois de soutien et de possession qui annonçait à tous les présents qu'il était sincèrement fier de l'avoir pour épouse, et lorsque la vieille duchesse de Somerset, qui avait été une amie particulière de sa défunte épouse, s'approcha avec ce qu'Éléonore craignait être un jugement froid, elle se retrouva au contraire chaleureusement étreinte, et on lui dit qu'Alexander avait extraordinairement bien choisi et que sa première femme aurait complètement approuvé une femme d'une telle substance et d'un tel caractère. Le repas lui-même fut un triomphe de l'art culinaire, accompagné des sélections musicales qu'Éléonore avait si soigneusement choisies, et lorsque Alexander se leva pour porter un toast à sa mariée, ses paroles ne furent pas les plaisanteries conventionnelles attendues en de telles occasions, mais plutôt un hommage sincère à l'intelligence, à la gentillesse d'Éléonore et à l'impact profond qu'elle avait déjà eu sur sa vie dans les mois qui avaient suivi leur première rencontre à l'opéra. Alors que l'après-midi se transformait en soirée et que les invités commençaient à partir, Éléonore sentit le premier frémissement de nervosité à l'idée de la nuit de noces qui les attendait, car malgré leur intimité émotionnelle et l'amour sincère qui existait entre eux, elle restait inexpérimentée en matière physique et incertaine de ce qui serait attendu d'elle. Alexandre sembla sentir son anxiété, et lorsqu'ils se retirèrent enfin dans les appartements privés qui leur avaient été préparés, il lui prit les mains et parla avec une telle douceur de son désir d'assurer son confort et son bonheur que sa peur se transforma en anticipation. La chambre était doucement éclairée par des bougies et les rideaux avaient été laissés partiellement ouverts, de sorte que le clair de lune se déversait sur le tapis. Et alors qu'Alexander l'aidait à retirer les épingles de ses cheveux avec des doigts précautionneux, elle sentit dans son contact une tendresse qui parlait de patience et de soins sincères pour son bien-être plutôt que de simples désirs physiques. Leur union fut un déploiement progressif d'intimité qui honorait à la fois l'inexpérience d'Éléonore et la connexion émotionnelle qu'ils avaient construite au fil des mois de conversation et de cours. Et lorsqu'Alexander murmura contre sa peau qu'elle était belle de toutes les manières qui contiennent vraiment, elle le crut enfin complètement et s'autorisa à vivre la pleine profondeur de l'union physique et émotionnelle, sans réserve ni doute. Les jours qui suivirent établirent le modèle de leur vie conjugale, Éléonore découvrant qu'être duchesse d'Ashworth ne signifiait pas se conformer à un rôle prédéterminé, mais plutôt apporter son authenticité à la position et laisser sa grâce naturelle. Son intelligence et sa chaleur façonnaient la manière dont elle s'engageait tant dans la gestion de la maison que dans les obligations sociales, tandis qu'Alexander se révéla être non pas un mari aristocratique distant, mais un véritable partenaire qui sollicitait son opinion sur les affaires du domaine et les questions politiques. 6 mois après leur mariage, Éléonore avait transformé Ashworth House d'un lieu de deuil silencieux en une résidence qui vibrait de culture et de chaleur, et le changement était le plus évident dans le salon de musique qu'elle avait établi chaque jeudi soir, où les meilleurs musiciens et les membres les plus réfléchis de la société se réunissaient non pas pour un étalage social vide de sens, mais pour une appréciation sincère de l'art et une conversation intelligente. Alexander se positionnait souvent près de la porte pendant ces soirées, simplement pour regarder Éléonore se déplacer parmi les invités avec une confiance qui semblait rayonner du plus profond d'elle-même, la façon dont elle écoutait avec une attention complète lorsque le violoniste expliquait son interprétation d'un passage particulier, ou comment elle mettait doucement à l'aise un jeune compositeur timide invité à partager son œuvre, et il s'émerveillait de la manière dont elle s'était pleinement épanouie dans son rôle de duchesse, sans jamais perdre les qualités essentielles de caractère qui avaient d'abord attiré son attention. Le personnel de la maison l'adorait parce qu'elle les traitait avec un respect sincère et prenait le temps de s'enquérir de leurs préoccupations individuelles. La gouvernante, Madame Davies, ayant confié à Alexander qu'en 30 ans de service, elle n'avait jamais connu une maîtresse qui combinait une telle autorité naturelle avec une telle chaleur et une telle considération pour ceux qui lui étaient inférieurs en rang. Un jeudi particulier de fin novembre,
alors que la première neige de la saison tombait doucement devant les fenêtres et que le salon se remplissait du son d'un quatuor à cordes jouant Haydn, Eleanor croisa le regard d'Alexander de l'autre côté de la pièce et sourit avec un bonheur si franc qu'il sentit son cœur se serrer de gratitude pour l'impulsion qui l'avait poussé à la voir vraiment ce soir-là à l'opéra, alors que tous les autres avaient regardé au-delà d'elle vers des beautés plus conventionnelles. Après le départ des invités, et après que les musiciens eurent été remerciés et généreusement rémunérés, Alexander trouva Eleanor dans la salle de musique, debout près du pianoforte, la main posée légèrement sur le bois poli, et lorsqu'il s'approcha et l'enlaça par derrière, elle s'adossa contre lui avec un contentement qui n'avait besoin d'aucun mot pour exprimer sa profondeur. Ils avaient établi un rituel de terminer ces soirées ensemble dans un silence confortable, discutant parfois d'une performance ou d'un invité particulier, mais le plus souvent d'existant simplement dans l'intimité paisible d'un espace partagé. Et cette nuit-là, Eleanor se tourna dans ses bras et l'informa, avec un mélange de joie et de nervosité, qu'elle croyait porter leur enfant. La réponse d'Alexander fut immédiate et tendre, ses mains se déplaçant pour encadrer son visage alors qu'il l'embrassait avec une révérence qui reconnaissait la profonde signification de cette nouvelle. Puis, il la conduisit au canapé où ils s'assirent ensemble, planifiant et rêvant de l'avenir, tandis que le feu diminuait et que la neige continuait sa descente silencieuse à l'extérieur. Eleanor admit qu'elle s'était inquiétée de sa capacité à concevoir, étant donné son âge et les années passées à se croire destinée au célibat, mais Alexander lui rappela qu'elle avait déjà défié toutes les limitations que la société avait tenté d'imposer et que ce n'était là qu'une autre belle surprise dans un mariage construit sur un amour sincère plutôt que sur des attentes conventionnelles. Les semaines qui suivirent apportèrent un approfondissement de leur lien déjà fort, Alexander se révélant non seulement attentif, mais véritablement fasciné par chaque aspect de la grossesse d'Eleanor, lisant des textes médicaux pour comprendre ce qu'elle vivait et s'assurant qu'elle avait tout le nécessaire pour son confort, sans jamais la traiter comme fragile ou incapable de poursuivre les activités qui lui apportaient de la joie. 1 an exactement après cette soirée douloureuse, où elle avait entendu le vicomte Pembroke la déclarer quelconque et immariable, Eleanor retourna au Royal Opera House au bras d'Alexander, sa grossesse désormais visible sous la magnifique robe de soie saphir qu'il lui avait commandée, et alors qu'ils entraient dans le grand foyer, elle ne ressentit aucune de l'ancienne anxiété qui avait autrefois accompagné ses visites en ce lieu, mais plutôt une confiance tranquille, née d'un amour sincère, et de la connaissance qu'elle avait construit une vie de substance et de sens au-delà de tout ce qu'elle avait osé imaginer pendant ces années solitaires de résignation. L'opéra lui-même semblait transformé par sa perspective changée, les dorures et le cristal n'étant plus les symboles d'un monde scintillant dont elles étaient exclues, mais simplement de beaux détails architecturaux à apprécier. Et lorsque la foule s'écarta pour laisser passer le duc et la duchesse d'Ashworth vers leur loge privée, Eleanor nota, avec un intérêt détaché, combien de ces mêmes personnes qui l'avaient autrefois ignorée lui offraient maintenant des salutations respectueuses et de sincères sourires d'admiration. La main d'Alexander reposait de manière protectrice dans son dos alors qu'il montait les escaliers, et elle sentit l'enfant bouger en elle comme s'il répondait à la musique qui commençait déjà à s'échapper de la fosse d'orchestre. Un moment de contentement si parfait qu'elle dut s'arrêter pour simplement respirer l'émerveillement de la transformation complète de sa vie. Alors qu'ils s'installaient dans leur loge, la même où Alexander l'avait vue pour la première fois, et où il lui avait ensuite demandé sa main, le regard d'Eleanor capta un mouvement de l'autre côté du théâtre, et elle reconnut le vicomte Pembroke entrant avec un groupe comprenant plusieurs jeunes femmes et leurs chaperons, son expression portant ce même charme superficiel qui masquait la cruauté dont elle comprenait maintenant qu'elle avait toujours découlé de son propre vide plutôt que de toute déficience chez ceux qu'il moquait. Alexander suivit son regard et sa main trouva la sienne, la serrant doucement dans un geste de soutien,
Mais Eleanor découvrit qu'elle ne ressentait aucune colère ni désir que le vicomte soit témoin de son triomphe, seulement une légère pitié pour un homme si limité dans sa compréhension de ce qui importait vraiment, qu'il avait construit toute son identité sur les sables mouvants de la beauté conventionnelle et de la posture sociale. Les lumières baissèrent, et la représentation commença. Une sublime interprétation de Mozart qu'Eleanor attendait depuis des semaines, et tandis que la musique remplissait l'espace, elle sentit le pouce d'Alexander tracer de doux cercles sur sa paume, tandis que son autre main se posait légèrement sur la courbe de son ventre, où leur enfant grandissait. Pendant le premier entr'acte, lorsque la société paradait traditionnellement dans les couloirs pour voir et être vue, Alexander lui demanda si elle souhaitait rester dans l'intimité de leur loge ou se joindre à la promenade, et Eleanor choisit de marcher avec lui à travers les espaces bondés, car elle avait appris que se cacher de la société lui donnait du pouvoir sur elle, tandis que s'y engager selon ses propres termes affirmait son droit d'occuper sa place dans le monde sans excuse ni honte. La duchesse de Somerset les arrêta pour s'enquérir chaleureusement de la santé d'Eleanor et insister pour qu'elle lui rende visite une fois l'enfant né. Et Lady Harrington, qui avait été l'une des sceptiques les plus virulentes du mariage, admit que les salons de musique du jeudi à Ashworth House étaient devenus le point culminant de sa semaine, et qu'Eleanor avait ramené une véritable culture dans une société trop souvent axée sur le spectacle vide. Ils passèrent à quelques pieds du vicomte Pembroke, qui semblait discourir devant un auditoire captif sur quelque sujet trivial, et Eleanor sentit ses yeux sur elle un bref instant avant qu'Alexander ne la guide doucement au-delà sans le reconnaître, la rebuffade étant assénée non par la confrontation, mais par la simple démonstration que les opinions du vicomte n'avaient aucun pouvoir sur leur bonheur et ne méritaient aucune attention. 5 ans après cette soirée transformatrice où la cruauté du vicomte Pembroke avait involontairement déclenché une chaîne d'événements qui allait remodeler toute son existence, Eleanor se tenait dans la loge privée du Royal Opera House, la main posée sur l'épaule de sa fille aînée Catherine, qui, à 4 ans, montrait déjà des signes de la nature réfléchie et de l'amour de la musique de sa mère, tandis que son fils William, âgé de 2 ans à peine, sommeillait paisiblement dans les bras d'Alexander, alors que les dernières notes d'une symphonie de Beethoven emplissaient l'espace doré d'une beauté transcendante. Eleanor avait pris pour tradition d'amener les enfants à des représentations soigneusement sélectionnées. Voulant qu'ils grandissent en comprenant que les lieux de culture leur appartenaient non pas en vertu de leur titre ou de leur apparence, mais parce que la beauté et l'art étaient des droits de naissance accessibles à tous ceux qui les approchaient avec un cœur et un esprit ouverts. En regardant le petit visage de Catherine absorbé par la concentration, Eleanor réfléchit à la transformation complète de sa propre perception de sa valeur, non pas par le seul amour d'Alexander, bien que cela ait été le catalyseur, mais par la reconnaissance progressive que les limitations qu'elle avait acceptées si longtemps n'étaient jamais des vérités sur sa valeur, mais simplement les reflets d'une société trop superficielle pour percevoir la substance sous la surface. Alexander croisa son regard par-dessus la forme endormie de leur fils et sourit avec la chaleur intime d'un homme qui avait trouvé dans le mariage non seulement le contentement, mais une découverte quotidienne. Et Eleanor sentit la vague familière de gratitude pour le courage qu'elle avait trouvé d'accepter l'amour lorsqu'il était arrivé sous une forme qu'elle n'avait pas anticipée et d'une direction qu'elle n'avait pas surveillée. L'opéra lui-même se dressait comme un monument à la vérité, que les grands gestes importaient moins que les petits choix constants de voir et de valoriser une autre personne, car si la société parlait encore du duc qui avait acheté un théâtre pour la femme qu'il aimait, Eleanor savait que le vrai cadeau avait été sa volonté de regarder au-delà des conventions et de reconnaître sa valeur alors qu'elle avait presque cessé de la reconnaître elle-même. Alors que le public commençait à applaudir et que Catherine frappait ses petites mains avec une joie enthousiaste. Bien que pas tout à fait rythmique, Eleanor pensa à toutes les femmes qui, en ce moment même, étaient assises dans divers coins de ce théâtre, se croyant invisibles, rejetées
ou ayant dépassé la possibilité de transformation, et elle souhaita pouvoir parler directement à chacune d'elles pour leur dire que les histoires que la société raconte sur qui mérite l'amour, le bonheur et la reconnaissance sont des mensonges construits sur des fondements de normes arbitraires qui changent avec la mode et ne servent qu'à maintenir des hiérarchies qui ne profitent qu'aux esprits superficiels et cruels. Votre valeur n'est pas diminuée par le temps, les circonstances ou l'incapacité des autres à la percevoir, leur dirait Eleanor. Et il n'est jamais trop tard pour que la vie vous surprenne avec la beauté et l'amour si vous pouvez maintenir le courage de rester ouverte à la possibilité, même après que la déception vous ait appris à n'attendre rien. Alexander déplaça William sur son autre bras et prit la main d'Eleanor, et alors qu'ils se préparaient à quitter la loge et à retourner au foyer qu'ils avaient construit ensemble, un foyer rempli de musique, de rires et des pratiques quotidiennes d'un véritable partenariat, Eleanor envoya une bénédiction silencieuse à son moi plus jeune, qui s'était assise sur ces mêmes sièges, en se sentant invisible et sans espoir, reconnaissante au-delà de toute mesure d'avoir maintenu assez de dignité et d'ouverture pour reconnaître l'amour lorsqu'il l'avait enfin vu clairement.